Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission Mercredi politique sur ETélé. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons, que nous vous savons avec nous en notre compagnie. Ce soir, nous allons nous intéresser aux droits et devoirs du citoyen vis-à-vis de la nation. C'est vrai, nous sommes tous citoyens, nous sommes issus d'une nation et aujourd'hui, avec nos invités, nous allons essayer de comprendre quels sont nos devoirs et nos droits vis-à-vis de la nation, d'où nous émanons, qui est bien sûr la source de notre existence. Mesdames et messieurs, c'est sur cette question thématique que nous allons vous entretenir. Nos invités vont nous entretenir pendant 52 minutes. Ils sont déjà là sur le plateau. J'ai trois invités. Monsieur Isaac Maoussi Agodo-Untor, bonsoir. Monsieur Isaac Missi Mao Agodo-Untor, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Très bien. Sur ce plateau, avec monsieur Missi Mao Isaac Agodo-Untor, nous avons également monsieur Benjamin Ablessi. Benjamin Ablessi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir. Merci pour votre apport, votre présence. Merci. Bonsoir. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année aux téléspectateurs de ETélé. Merci et bonne heureuse année aux amis d'enfance. Et puis bonne heureuse année à toute l'équipe de ETélé. Merci beaucoup, monsieur Ablessi. Et puis le troisième, monsieur Julio Tometti. Il est analyste politique aussi, mais juriste également. Monsieur Tometti, bonsoir. Monsieur Roussa, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Et voilà. Les téléspectateurs sont très heureux de vous recevoir. Ça, c'est la première fois que nos invités, ces invités, sont avec nous sur ce plateau de l'émission Mercredi politique. C'est avec beaucoup de ferveur qu'ils vont vous écouter. Nous allons donc les orienter par rapport à la réalité, par rapport aux réalités du thème droits et devoirs du citoyen vis-à-vis de sa nation. Tout de suite, je m'en vais poser la première question à monsieur Julio Tometti. Qu'entend-on par droit, qu'entend-on par devoir d'un citoyen? Vous pouvez dire aussi dire Julio, ça va de soi. Ça va de soi, d'accord. Bon, pour définir droit et devoir du citoyen, je pense qu'il faut d'abord peut-être revenir à la notion de citoyen, qui généralement est l'attachement d'un individu à un territoire, à une nation, d'où la question de nationalité. Donc, est citoyen d'un pays, celui qui a un lien de rattachement de nationalité avec ce pays-là. Très bien. En termes de droits et de devoirs, les droits, ce sont les prérogatives attachées à l'individu en tant que citoyen. C'est-à-dire, quels sont les éléments dont il peut se prévaloir, quelles sont les créances d'une certaine façon qu'il peut réclamer de l'État d'une manière générale. Ces devoirs se résument en ce qu'il doit en retour, en sa qualité de citoyen, dans la contribution à l'émergence, c'est-à-dire au fonctionnement de la vie sociale, en fait. Donc, cela implique en fait que l'individu, au regard de la nation, a des droits, a des privilèges auxquels il peut prévaloir. En même temps, il a des devoirs. Donc, il a aussi une contrepartie envers sa nation de manière générale. Nous aurons le temps de rentrer dans le contenu pour définir un peu quel est l'ensemble de ces droits et de ces devoirs et quels sont les mécanismes par lesquels ces éléments puissent être manifestés, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces deux aspects. Alors, monsieur Ablessi, Benjamin, voilà, droits et devoirs, est-ce que vous pensez véritablement qu'un individu, un citoyen, je ne dirais pas un individu, mais un citoyen qui a donc des rattachements, comme l'a dit M. Tometti, avec une nationalité, c'est-à-dire forcément il vient d'une nation, il est d'une nationalité, est-ce que cet individu, ce citoyen a véritablement des devoirs d'abord des devoirs envers sa nation? En fait, quand vous êtes citoyen, que vous vivez dans une cité, vous avez d'office des obligations. C'est ça qu'on appelle devoir. Vous avez des obligations envers votre cité. Vous avez le devoir d'arranger la cité. Vous avez le devoir de répondre et de respecter les exigences de la cité. Vous ne viendrez pas faire votre loi ou vous ne viendrez pas faire ce que vous voulez comme bon vous chante. Non, vous venez pour faire ce qui est de droit, ce qui impose la cité. Vous n'êtes pas un élément imlo dans le groupe, non, mais vous êtes un élément complètement intégré dans ce groupe-là. De ce fait, vous êtes obligé de vous conformer, voilà, de vous conformer aux règles de cette cité.
Donc, vous avez des devoirs inévitablement pour cette cité. Alors moi, je dis, en du langage courant et très simple, droit et devoir, c'est ce que peut faire un citoyen ou ce que ne peut pas faire et ne doit pas faire un citoyen. Et ce qui explique le respect de certaines lois. Évidemment. Si vous êtes citoyen, vous devez respecter les lois. C'est pour ça qu'on dit, je ne suis pas juriste, mais je m'efforce à la chose. On dit, nul n'a le droit d'ignorer la loi. Si vous êtes citoyen et que je prends le cas le plus banal, et qu'on vous dit, bon, prochainement au Bénin, c'est exigé qu'il faut porter le casque et que vous ne portez pas, qu'est-ce que la loi dit? Puisque vous avez désobéi, vous avez refusé de faire votre devoir, alors la loi va vous rappeler ce qu'il faut faire en la matière. Puis si vous êtes citoyen et qu'on vous dit vous avez l'obligation d'aller voter et que vous ne votez pas, vous venez d'affaire donc à une loi. Vous ne faites pas votre devoir. Et de ce fait, mais malheureusement, on est dans un contexte où il y a quelques difficultés que je vais vous énumérer après. L'homme de façon générale ne pense qu'à ses droits. L'État doit me faire ceci, l'État a l'obligation de me faire ceci, et on n'a pas de voie, on n'a pas de route, l'eau nous a envahi, les moustiques sont ici. Et je me rappelle quand dans l'université où un des responsables, je ne sais pas si Julio va se rappeler, un des responsables disait en ce temps-là à l'ancien chef de l'État, Boniaï, nous avions des aimes partout à l'université. Et bien, le chef de l'État a souri, a dit, et donc vous attendez que je vienne vous sacrer les aimes que vous avez à l'université. C'était pour caricaturer un peu. Comment est-ce qu'un étudiant responsable de ce quoi trouve qu'il y a des aides partout et n'organise pas ses camarades pour venir sacrer et demande au chef d'État qu'on envoie un tracteur pour enlever? Parce qu'en fait, simplement, il ne connaît pas les devoirs, il ne connaît pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas, il ne sait que... Il se dit seulement, il pense seulement à ce que l'État doit lui apporter. J'ai fini d'étudier, l'État doit me donner du travail, j'ai fini d'apprendre, je dois avoir un emploi de par l'État. Non. D'accord. Nous aurons le temps, M. Amnesty, de rentrer dans les détails. M. Isaac Agodonto, donc vous partagez les mêmes opinions que M. Tometi et M. Alessi. Oui, merci beaucoup, monsieur. Comme mes présidents le dit, dans un État où nous réclamons membres, nous avons, comme ils ont bien expliqué, nos devoirs, mais avant nos droits. D'accord. Et lorsque j'appartiens à un État et que je suis né dans le pays, pour ma prospérité, il faut que j'obtienne certaines faveurs, j'obtienne certains privilèges. L'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès à beaucoup de assis à ça, tout ça là. Et dans le même temps, il faut que j'ai des obligations envers l'État pour permettre au gouvernement d'assurer sa fonction régalienne. Cependant, le devoir du citoyen est d'une importance capitale, qu'il faut beaucoup plus normalement s'accentuer au détriment de crier chaque fois nos droits. Nos droits, oui, mais nos devoirs aussi, il faut que cela soit une ligne très bien claire dans nos psychologiques, voilà, pour que dans nos comportements quotidiens, on puisse voir que, bon, je donne un exemple, on est en circulation et que je viens de payer un sachet d'eau, déjà de mon véhicule, je jette ça par terre. Et après, je vais dire à l'État que nos vies sont malpropres, non. Mon premier devoir d'abord, c'est de préserver l'environnement auquel j'appartiens. Ouais, voilà. Donc allant au-delà de cela, il y a aussi d'autres devoirs. Je ne sais pas si le moment m'est précieux pour aller dans le détail. De rentrer de citer cas par cas, de donner des exemples de devoirs, d'abord de devoirs et d'obligations de droits de citoyens vis-à-vis de sa nation. Monsieur Tometi, vous l'avez su bien l'expliquer tout à l'heure. Alors, quand on parle d'abord de devoirs, quels sont selon vous les devoirs d'un citoyen vis-à-vis de sa nation? Les devoirs sont Parce que la première chose, c'est de demander qu'est-ce que je dois faire avant de réclamer ce qu'on doit me faire. Bien sûr. Voilà. Si on doit les citer, les devoirs sont, la liste n'est pas exhaustive. Très bien. Nous allons essayer de les résumer en 2 grands points. Le premier devoir d'un citoyen, c'est d'abord
Le respect et l'obéissance aux droits de la République, aux lois de la République, c'est-à-dire les lois que la communauté s'est fixées et que l'individu est parti à donner son consentement au travers de ce qu'on peut appeler de la Constitution. Donc c'est le respect des lois. C'est le respect de la liberté d'autrui dans son droit à la différence. C'est-à-dire, j'aime ma liberté, l'autre aussi a sa liberté. Je respecte sa liberté et je respecte son droit à la différence. Donc il n'a pas besoin d'avoir les mêmes opinions, les mêmes positions que moi. Je me dois de le respecter. En termes de devoir aussi, le citoyen doit toujours agir en se laissant guider par l'intérêt général. C'est-à-dire, dans son action, il doit avoir en viseur l'intérêt de la communauté. C'est-à-dire ce qui va de l'intérêt général, quelles que soient les positions dans lesquelles il se retrouverait. Et enfin, je dirais que le citoyen doit agir dans son travail avec toujours la conscience du travail bien fait. C'est-à-dire il doit avoir en viseur, quels que soient les actes qu'il pose, lorsqu'il est à une position donnée, il doit avoir comme marque le travail bien fait. Cela résume un peu ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'intérêt général. Et donc, c'est en substance cela. Et quand on prend chacun de ces éléments-là, on y retrouve tout. Quand on prend par exemple le devoir d'obéissance, le devoir de respect par rapport aux lois de la République, on y retrouve tout. Tout ce que la loi précise comme interdit, on ne doit pas pouvoir le faire. Tout ce que la loi admet, on le fait, mais en respectant aussi les encadrements nécessaires que la loi pose. Je dois respect à mon prochain. Nous vivons en communauté. Et c'est une somme d'énergie, c'est un ensemble de personnes. Nous n'avons pas toujours les mêmes visions, nous n'avons pas toujours les mêmes opinions. Et chacun a la liberté d'exprimer son opinion. Et je me dois aussi de respecter l'opinion de l'autre, quelle que soit sa nature ou bien quelle que soit son orientation. Les deux derniers, c'est relatif à toute personne, mais c'est notamment pour généralement les gens qui ont la charge d'une fonction publique, d'une fonction républicaine. C'est-à-dire agir dans l'intérêt de la communauté, agir, faire son travail de manière consensueuse en ayant dans son viseur que le travail doit être bien fait et au profit de la société. Cela nous éviterait par exemple les actes de copinage, de corruption, de tout ce que nous savons autour comme un fléau. Donc, en substance, c'est ce que nous pouvons dire. Si nous le disons, l'autre élément, c'est que les droits que nous avons d'une manière générale, nous aurons le temps d'en revenir. Pour que ces droits soient effectifs, cela passe par le respect de nous-mêmes, c'est-à-dire le respect des règles, c'est-à-dire l'accomplissement de nos devoirs. Les uns les autres nous dit tout à l'heure, le citoyen a droit à un environnement sain. Et pour avoir un environnement sain, il faut des actes quotidiens qui se posent, mais il faut préserver aussi cet environnement-là. C'est-à-dire, lorsque peut-être on assainit et que vous faites le contraire, vous n'êtes pas là en train d'agir en faveur de la communauté, vous êtes en train de mettre un frein à ce que les autres, ou bien à ce que vous avez ensemble comme droit à un environnement sain, par exemple. D'accord. Merci, M. Tomati. M. Avlessi, voilà, ce sont là, entre autres, droits du citoyen vis-à-vis de sa nation. Alors, parlons du devoir de la nation vis-à-vis du citoyen. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou, dans les deux cas, quelle approche pouvez nous faire? Quel éclaircissement pouvez-vous nous faire? Moi, je voudrais ajouter à ce que mon cher ami Julio a dit tout à l'heure. En plus des lois, chacun a le devoir de faire preuve de civisme et de civilité. Et quand on parle de civisme, on parle de la nation, on parle du nationalisme, on parle de patriotisme. Et quand vous avez le patriotisme, vous avez l'amour pour votre pays, vous cessez, je prends le cas de mon pays, vous cessez d'être béninois et vous devenez prochainement patriote, vous savez ce que vous avez à faire en tant que patriote. Mais quand vous êtes béninois, vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Je m'explique mieux. Voilà. Je m'explique mieux. Oui. Le patriote a un sens d'engagement. Le patriote connaît la devise de sa patrie. Le patriote opte pour le respect de cette devise-là. Le patriote contribue au rayonnement de sa nation. Le patriote pense aux autres qui sont le bas peuple ou qui sont à quelque niveau que ce soit. Le patriote ne pense pas qu'à soi. Le patriote pense au développement de son pays. Alors ça, c'est le civisme. Et quand on parle de civilité, ça fait appel à la moralité, à la politesse, au respect.
si vous et moi, nous sommes voisins et que à 14h, à 13h, où vous vous reposez, je mets la musique en fond sonore et c'est moi qui dois jouer la musique. D'abord, encore que la musique, elle est personnelle. Une musique, elle est personnelle. Vous la jouez, vous l'entendez dans votre chambre pour vous. Ce que vous aimez, moi, je peux ne pas l'aimer. Ce que moi, j'aime, vous pouvez ne pas l'aimer parce que, n'étant pas de la même génération, vous pouvez être en train de jouer tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais l'autre peut vouloir entendre un autre son plus calme, plus doux. Les afrobeats, le jazz, etc. Pour se détendre. Oui. Pour se détendre. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile aux hommes que nous sommes, comme il est toujours plus difficile aux gens de faire de la balade. Je ne parle pas de la balade promenade, je parle de la balade qui fait appel au fredonnement des anciens morceaux. Il est plus difficile aux hommes de connaître ce qu'ils ont à faire que d'exiger ce qu'ils veulent faire. Et le paradoxe, mieux, quand vous êtes parent, vous ne dites qu'à l'enfant, tu dois balayer, tu dois nettoyer les bols, tu dois apprendre telle leçon. Mais le parent ne prend jamais le soin de dire à l'enfant, bon, après avoir accompli tous tes devoirs, voilà tes droits. Tu as le droit d'aller au cinéma pendant les vacances, tu as le droit d'avoir de bons temps de vacances, tu as le droit d'avoir des tenues pour la fête. Non, le parent ne dira presque jamais ça, mais ne fait que rappeler à l'enfant ses devoirs. Et la contrepartie, c'est que ce même parent refuse de reconnaître maintenant ses devoirs, lui, à sa nation, mais ne pense que ce que l'État doit lui apporter sans savoir ce que lui doit apporter. Or, vous et moi, dans une société, nous avions l'obligation de nous entraider. Nous avons l'obligation de nous sauver. Et la non-assistance à une personne en danger vous fait des peines d'emprisonnement ou de pénalités que vous ne savez pas. Vous voyez quelqu'un qui fait un accident aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de prendre votre téléphone, d'appeler les secours. Mais ce n'est pas de prendre sa photo et de mettre sur WhatsApp pour dire un individu vient de faire un accident. Non. Parce que là, déjà, vous affreint au droit de l'intéressé. Oui. Parce que lui, accidenté, étant par terre, vous diffusez son image contre sa volonté. Étant inconscient, oui. Vous effrayez ses parents, vous créez de la psychose à ses parents, peut-être qu'il va se lever, peut-être qu'il ne se lèverait même pas. Mais quelle est la manière que vous avez utilisée pour informer les gens? Et quand on peut le sauver. Pour le sauver. Non, dans tous les cas, vous n'avez rien pour le sauver. Ils sont là, ils sont en train de prendre des photos pour dire, un peu comme ce qui s'est passé à Porte-Nouveau. On était en train de prendre des photos et on voyait le minibus qui était en train de se plonger à petits coups jusqu'à ce que le minibus aille s'asseoir au fond. Bon, conclusion, personne n'a été repêché. On a sorti le bus, mais le minibus était déjà vide. Même s'il n'y avait qu'une seule personne, on pouvait se dépêcher pour sauver cette personne-là. Le pire, je prends ce cas, ces éléments-là qui étaient au bord de cette rivière-là et qui sont en mesure de plonger au fond pour aller sauver cette personne, attendaient de l'argent de l'État. Demandaient de l'argent avant de plonger. Là, vous donnez l'exemple du truc qui s'est passé à Porte-Nouveau sur le pont, quelques années sur le pont. Oui. Pour montrer, en fait, jusqu'à quel niveau nous ne connaissons ni nos droits, ni nos devoirs, mais on s'agite seulement dans un contexte où tout est mélangé dans notre tête et puis on crie là où il ne faut pas crier. Comme l'a dit mon cher ami Isaac, vous faites de la malpropreté et vous criez au secours. Qui viendra rendre propre l'entourage de votre maison? Le chef de l'État? Au temps de la Révolution, on dit il faut aller chercher le sable de par vous-même pour venir boucher les trous qui sont sur les voies. Et cette révolution, c'est pour ça que je dis toujours, la révolution n'a pas que de mauvaises choses. Elle a été peut-être mal appliquée, mais elle a de très bonnes choses qu'il faut ramener aux gens, qu'il faut inculquer aujourd'hui à cette nouvelle génération, pour montrer que, en fait, la révolution n'est pas mauvaise. Nous avions des obligations qu'il faut absolument rattacher et réactiver en chaque individu pour que nous puissions aller vraiment au devoir que nous avions envers notre nation pour attendre maintenant le retour que la nation a envers nous. Encore qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la nation a véritablement apporté? La sécurité. Oui, on doit sauvegarder, on doit les aider à avoir la sécurité. La libre circulation. La libre circulation des personnes et des livres. On ne doit pas, comme l'a dit mon cher ami Julio, vous ne pouvez pas empiéter sur moi mes libertés parce que qu'il vous souvienne que vous, là où s'arrête votre liberté, systématiquement commence la mienne. Donc, dès que vous ne connaissez pas vos limites, vous débordez dans vos actions. Vous n'avez pas le droit de vous faire justice en pleine circulation parce que la loi ne vous a pas donné de faire justice. Qui vous a dit que vous avez raison? Vous attendez. Mais vous voyez le Béninois, il est en circulation, il conduit mal, il a le problème à vous insulter. C'est de l'incivisme. Donc, il y a tellement d'éléments. Moi, j'aimerais que l'émission que les gens sont en train de faire, que les gens écoutent et qu'ils comprennent qu'ils ont l'obligation de respecter tout homme,
toute personne que vous voyez, que ce soit en circulation ou pas, vous avez l'obligation d'avoir la courtoisie, d'avoir la politesse, d'avoir des marques de politesse, des marques de courtoisie et d'entraide envers vos proches, envers les citoyens de la même nation que vous. Avant de réclamer de l'État et quoi que ce soit, vous optez d'abord pour apporter la paix, optez d'abord pour apporter la salubrité, l'hygiène que vous avez déjà autour de tout ce que vous voulez que l'État vous fasse. Commencez à faire à autrui. Si vous voulez que l'État vous donne un emploi, créez d'abord un emploi, embauchez quelqu'un et demandez à l'État de vous embaucher vous. Et comme ça, vous aurez déjà pu aider à l'État à faire votre devoir et à réclamer vos droits. Très bien. Merci à vous, monsieur Avlessi. Monsieur Agoudonto. Et donc, quand on parle d'obligation, vous, en tant que citoyen, vous êtes citoyen béninois, reconnaissez-vous avoir des obligations vis-à-vis de votre nation, le Bénin par exemple? Merci beaucoup, monsieur. Bien évidemment, et avoir, se dire, ne pas avoir des obligations nécessaires envers son État est un grand péché. D'abord qu'on soit-même, qu'on sa propre famille, avant de le devoir à l'État en général. Parce que, je vais toujours prendre l'exemple de la route. Quand un accident se passe et que les gens filment, les commentaires qui suivent, il faut que l'État pense à... Il faut que... Mais c'est vous-même, dans vos revendications, qui cassez les feux tricolores, qui brûlez les pneus sur la voie, des trucs qui gâtent la voie. Ça fait partie de la protection d'abord dont monsieur Danfas a parlé. Ça prend par là. Ça prend par là. Et il a parlé tout à l'heure de la révolution où on disait aux gens d'apporter du sable pour fermer les trous. Mais aujourd'hui, la voie qui est déjà bien faite, c'est nous qui la détruisons. À cause de millions, l'argent du contribuable qui a participé. Je prends par exemple mes amis de l'université. Pour réclamer un droit, on casse tout ce qui a déjà construit, on est prêt à gâter les tables, enlever. On ne casse pas. Est-ce que vous avez... On ne casse pas. Je rectifie tout de suite. À l'université, quand on réclame, on ne casse pas. On ne casse pas. On entretient toujours le peu que nous avions et on réclame d'augmenter ce qu'il y en a. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des casses, il y a eu des pneus qui ont été brûlés. Des pneus brûlés à l'intérieur, des pneus brûlés à l'intérieur de l'université n'iraient jamais enflammer et un bâtiment n'irait jamais endommager, ne serait-ce qu'un hangar, jamais à l'université. D'accord. Catégoriquement. En fait, c'est endommager la voie. Bon, voilà. On est brûlé des pneus sur la voie publique. Et qui a endommagé les on est cassé les ponts en mai dernier, en mai passé, c'est pas les étudiants. Non, ça, c'est un exemple que j'ai donné. Vous n'endossez pas ça. Bien avant mai dernier. C'est pour ça qu'on comprenait que c'est un ancien responsable d'étudiants. Moi, je dis, je suis ancien responsable d'étudiants, et je suis fier de l'être, parce que je sais tout ce que cela m'a apporté. Et lui qui est en face de moi, parce qu'on est très bien sur le terrain, puisqu'on n'est pas là pour ce débat, je suppose qu'on aura l'occasion, mon cher Julio, d'avoir ce face-à-face, toi et moi, ancien responsable. Non, ancien responsable exécutant et ancien responsable n'ayant pas exécuté. Et donc, on va parler de cela à l'université. D'accord. Oui, est-ce que vous, monsieur Isaac Agoudonto, est-ce que tous les jours, vous sentez en vous-même que vous avez des obligations vis-à-vis de votre pays, le Bénin? Je parle d'abord de vous. Il faut d'abord rappeler que la jouissance des droits et des devoirs dont nous parlons sont soumis au respect à des lois, à des conditions données. Absolument. Parce qu'on m'a dit que j'ai la liberté d'opinion, je vais me permettre de vilipender, de commencer à crier, de mentir, de saboter une personnalité parce que j'ai le droit. Non. Moi, partout où je passe, je me dis, je ne connais pas demain. Les gens sont partout dans les causes et recoins pour vous filmer. Et si demain, par exemple, je dis, bon, je suis président de la République, regardez votre type, au moment où il était chez nous, regardez comment il se comporte. Les gens, ils se débrouillent pour filmer des trucs, pour saboter à des moments donnés. Bon, pas forcément, ils révèlent parfois les réalités. Ça me met déjà l'idée de toujours me comporter de façon exemplaire. Au point où, quand je vais pouvoir parler à un moment donné, qu'on ne fasse pas, qu'on ne ressorte pas des preuves pour me contredire. Moi, je le dis en toute honnêteté, devant tout le monde, si je suis dans un besoin, par exemple, le besoin d'acheter un gâteau quelque part, je garde toujours dans mon sac, par exemple, le contenant
voilà, que je vais jeter dans une poubelle que je trouve, ou bien à la maison. Ça m'arrive même parfois d'oublier, je dis, ah, c'est elle a fait ça. Donc je me dis, ça c'est la moindre des choses qu'il faut se faire. Autre chose, oui. Je vais, parce que faut vraiment faire le rapport aussi avec l'économie. Je viens de créer une entreprise. Et moi, mon objectif, c'est tout faire pour ne jamais payer d'impôts. Mais le climat des affaires que nous demandons d'assainir, comment cela pourrait se faire si nous n'apportons pas notre pied à vous voyez un peu. Donc, obligatoirement, excusez la tautologie, obligatoirement, nous avons des obligations envers l'État. Tant que nous sommes en train de dire, nous avons nos droits, nous avons ci, nous avons également, il faut que nous puissions nous dire, mais si je dis chaque fois, l'État doit me faire ci, l'État doit me faire ça, moi en retour, j'ai quoi à faire à l'État? Que faisons-nous? Et c'est la question que je vous posais, bien évidemment, M. Isaac, en tant qu'individu, en tant que citoyen béninois. Quel est, dans votre posture de citoyen, quel sentiment avez-vous d'obligation vis-à-vis de ce Bénin? Je m'aimerais vous demander, est-ce que vous avez, vous payez vos impôts régulièrement? Bon, mes impôts, bon, l'impôt que j'ai actuellement à payer, ce n'est que peut-être sensibiliser mon papa à payer les retenues, tout qu'il doit faire pour ces trucs-là, ces maisons qu'il a louées, tout ça. Pour le moment même, je n'ai pas encore une grande entreprise qui... Monsieur Tomati, alors donc, droits et devoirs, quel rapport ces deux thèmes ont vis-à-vis, c'est-à-dire pour un citoyen, droit, devoir? C'est-à-dire s'il faut lui expliquer, lui dire ce qu'il en est, puisque la Constitution l'a prévu, la Constitution de tout pays l'a prévu, notre Constitution l'a prévu, le citoyen a des droits, et également des devoirs vis-à-vis de cette nation. Oui, ça me plaît toujours de rappeler quelques-uns de ces droits-là, parce que j'ai l'impression aussi que nous faisons en sorte à beaucoup faire peser le poids sur le citoyen et à quelque peu dédouaner un peu les gouvernants. Donc c'est pourquoi ils sont leurs responsabilités. C'est pourquoi ça me plaît d'insister aussi sur les droits des citoyens qu'il peut, en cas de non mise à disposition, réclamer selon les voies indiquées. Il y a ce que nous appelons les trois générations de droits, qui sont les droits humains en manière générale, les droits civils et politiques, c'est-à-dire le droit d'être citoyen, de pouvoir donner son opinion sur la gouvernance publique, le droit de pouvoir être électeur et candidat aux différentes élections. Il y a la deuxième génération de droits qui sont les droits sociaux et politiques, les droits socio-économiques, c'est-à-dire le droit à la croissance, à un bon cadre de vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Le droit à un travail, le droit à un épanouissement personnel, et le dernier, le droit à l'environnement, à un environnement sain. Et la mise en œuvre de ces droits-là, la mise à disposition de ces droits-là, passe nécessairement par l'accomplissement aussi des devoirs. Parce que c'est en accomplissant les devoirs que l'État au niveau central, ce que nous avons mis pour nous diriger à tous les niveaux, c'est sur la base de ces éléments-là qui eux-mêmes peuvent s'organiser pour nous rendre effectifs les droits auxquels nous pouvons nous prévaloir. Et de ce point de vue, en termes de devoir, qu'est-ce que le citoyen a fait? Madame l'a dit tantôt. Il y a un élément essentiel qui est dans notre communauté aujourd'hui, c'est les droits, l'obligation fiscale. C'est-à-dire qu'il faut payer ses impôts d'une certaine façon. Je suis dans une fonction où je suis confronté à cette situation au quotidien. Ah oui? Vous savez, dans ce pays, on a rendu gratuit, par exemple, l'enregistrement des transactions foncières. C'est à 8%, on a rendu ça 0%. On demandait juste aux citoyens d'aller payer du temps pour faire enregistrer leur bien immobilier. Mais les gens ont dit quoi? Si je le fais maintenant, si je le fais, est-ce que l'État ne va pas me calculer l'impôt demain? Est-ce que l'État ne va pas me calculer l'impôt demain? Et bon, pour ça là, seul, il ne veut pas payer. Aujourd'hui, il a été prendre pour un client un avis d'imposition. 2, c'est à combien plus précisément? Il y a un, c'est l'impôt sur le foncier. Vous avez votre maison, vous devez payer l'impôt. On a calculé, c'est bon, un montant très minime. Mais il y a un deuxième, IRPP, impôt sur revenu des personnes physiques. Revenu foncier. C'est-à-dire, vous avez loué la maison, et donc ça vous génère un revenu, et donc vous devez payer. Et il ne comprend pas qu'on puisse lui amener deux États.
un sur le foncier bâti, et un autre sur IRPP, il dit, mais pour la même maison, on va m'amener deux. J'ai dit non. Je vais t'expliquer que le premier, c'est pour ton bâtiment. Le deuxième, c'est que tu as des revenus sur ça. Mais il dit, pourquoi il faut payer tout ça à l'État? J'ai dit non. Pourquoi vous payez à l'État? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans votre maison, quelqu'un vient vous agresser, vous allez vous référer à un commissariat. Lorsque ça brûle chez vous, vous allez appeler un sapeur-pompier. Lorsque quelqu'un va revendiquer des droits sur votre maison, vous allez saisir les tribunaux. Qui paie les magistrats, qui paie les sapeurs-pompiers, qui paie les policiers, qui paie leurs véhicules, les moyens roulants, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'ensemble de nos contributions individuelles qui permet à l'État d'avoir la cagnotte nécessaire pour assurer les services publics dont nous nous prévalons tous les jours, dont nous réclamons, et que nous disons même que ces services sont insuffisants de notre point de vue. Et donc, pour renforcer ces services-là, il faut que nous accomplissions nous-mêmes nos devoirs. Et pour bien y arriver, parce qu'il n'est pas utile que, par exemple, on ait construit des infrastructures et que ces infrastructures ne soient pas entretenues ou que ces infrastructures soient dégradées. On a vu récemment dans une localité de Cotonou, ici, en temps de pluie, le pays est en chantier actuellement, Alpha Stage. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ont quelques problèmes d'inondation, ils ont dit que c'est Alpha Stage. Les citoyens eux-mêmes, ils ont pris des marteaux, ils sont allés casser les caniveaux qui sont en construction. Pour que, ne serait-ce que pour que l'eau quitte chez eux. Où est-ce que l'eau va aller? C'est pas le problème. Quels dégâts ceux qui sont en train de faire va créer? Ce n'est pas le problème. C'est en ce que je disais que on doit retrouver dans la communauté, dans l'intérêt général, l'intérêt individuel doit se retrouver dans l'intérêt général. S'il y a contradiction, si l'individu estime qu'il y a une contradiction entre lui, ses intérêts et l'intérêt de la communauté, nous sommes hors loi. C'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas du tout en phase avec notre communauté. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui permet d'avoir ce qu'on appelle une citoyenneté responsable. Une citoyenneté responsable dans ce sens que l'individu, tout ce qui est de ses obligations, tout ce qui est de ses devoirs envers l'État, envers sa communauté, il s'échine à le respecter. En ce moment, il est bien en droit de réclamer à corps et à cri que l'État central, ce qu'il a mis pour gérer ce que nous avons en commun comme ressources, puisse l'orienter à bon escient. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous allez le constater. Ce qui est droit pour l'individu, pour les citoyens, constitue un devoir pour l'État central. Et ce qui constitue devoir pour l'entrée sociale constitue des droits. Donc, vice-versa. Donc, c'est un rapport de donnant d'une certaine façon. Et l'autre chose que nous pouvons dire, c'est quoi pour finir? C'est que ce que nous avons comme gouvernants, c'est ce que nous avons mis pour dire, gérez-nous parce que nous tous ne pouvons pas nous mettre à la présidence, nous tous ne pouvons pas se mettre au Parlement, nous tous ne pouvons pas dans les mairies. Voilà. Donc, c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui les payons. Et ce que nous gâtons et qu'on vient réparer, on ne sortira l'argent de nulle part. Même si on contrat des dettes, le dette reste sur le dos de la communauté, nous le rembourserons tôt ou tard. Même si ce n'est pas nous-mêmes, jusqu'à la 3e ou 4e génération, nos fils, nos petits-fils vont rembourser. Et donc, c'est l'intérêt général qu'il faut viser lorsque nous sommes citoyens. C'est le respect des lois, comme on l'a dit tantôt, dans toute sa plénitude. Très bien. Merci à vous, monsieur Julio Tometi, pour ces éclaircissements. Monsieur Avlessi Benjamin. Et donc, droits et devoirs, les deux vont de pair. Ce qui constitue un devoir constitue un droit de l'autre côté. Ce qui constitue un droit de l'autre côté constitue un devoir. Alors, comment vous, de votre position d'analyste politique, de juriste, de journaliste, et de citoyens, comment appréciez-vous cela? Quel exemple, s'il fallait passer un message? En fait, moi, je crois, comme l'a dit Julio, droit et devoir constituent et droit. Le citoyen, ses devoirs constituent les droits que l'État doit avoir de lui. Ses droits à lui constituent le devoir de l'État envers lui, et lui, donc au moment où il est en train de jouir de ses droits, il accomplit en même temps ses devoirs envers l'État, et l'État en train d'accomplir ses devoirs envers le citoyen est en train d'honorer à des droits. C'est un peu comme la relation de père à fils ou de femme à mari qui se joue là. Oui, il y a le droit civique, c'est vrai. Il y a quelques petits soucis à des niveaux donnés. Vous savez, en matière de droit, de ce dont le citoyen a droit, de ce qu'il doit avoir, s'il ne l'a pas, nous n'avions aucun moyen réel
de revendiquer et de l'avoir. Parce que simplement, nous avions beau faire être une république depuis quelques années, mais il reste à faire. Il reste encore de l'organisation, il reste encore des endroits à toucher pour parfaire un certain nombre de choses. Le cas que mon cher ami Julien a donné, on construit une voie. Vous constatez que hier, vous n'étiez pas inondé. L'eau ne s'arrête pas dans votre ruelle. Vous circulez librement. On construit une voie formidable. Mais dès qu'on construit la voie, vous avez l'eau chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait l'eau? Et vous ne savez pas à qui aller poser votre problème. Le chef quartier, qui est le conseiller déjà local, qui est le premier relayeur vers le chef quartier, vous allez le voir, il vous dit rien d'agréable, excusez le thème. Le chef quartier, vous allez le voir, il vous dit rien d'agréable. Vous décidez sur la capacité d'aller rencontrer le CA. S'il est actif, disponible, il vous prend, et il vous écoute, et il ne ramène pas ça au conseil, il ne ramène pas ça au conseil pour que le maire soit informé. Le maire n'a jamais l'occasion d'aller rencontrer le préfet pour lui dire voilà les problèmes réels de ma localité, de ma commune, dans tel quartier, dans telle commune, dans telle localité, voilà les difficultés que nous avions. Ça ne se fait pas. Du coup, le préfet n'a rien à rapporter au ministre de tutelle de cadre de vie ou de la sécurité ou les ministres concernés pour que cela se règle. Vous voyez tout ce que je viens de citer. Quand tout ça est faussé, qui peut accomplir le devoir et qui va en avoir les droits? Il y a donc ce problème qui existe. Il faut que chacun... C'est pour ça que quand je lui ai dit qu'on était en train d'épargner les dirigeants, non, on ne les épargne pas. On était en train de dire aux citoyens que nous sommes, ce que nous devons faire. Et maintenant, on dira à l'État ce que l'État a l'obligation de faire. Mais c'est qui l'État? L'État, c'est encore les autorités, comme il a dit, que nous avions mis là. C'est des gens... C'est encore nous. C'est encore nous. C'est des personnes avec qui nous collaborons tout le temps. C'est des personnes que nous allons rencontrer tout le temps. Moi, j'étais allé dans un nouveau quartier. Pas un nouveau quartier, j'y étais déjà une fois. Mais j'ai un ami... dans une chose, elle me dit, écoute, moi je suis venu dans un quartier, je suis allé voir le CA pour m'inscrire. J'ai dit, ah ben, tu as raison, tu as bien fait. Moi je suis venu dans le quartier, je vais voir le Sécu. Je lui dis, mais Sécu, je suis nouveau dans le quartier, je voudrais m'inscrire au registre pour que vous sachiez qu'il y a un individu tel, qui fait tel, qui a épouse tel, qui habite tel dans votre quartier. Il n'y avait pas de registre enregistré. Il n'y avait pas de registre pour... Il m'a dit qu'il n'en a pas. Il n'y en a nulle part. Bon. Il m'a dit qu'il n'en a pas. Un registre? Que ça n'existe pas. Que ce que je suis en train de dire n'existe pas chez lui. Ah oui? Vous imaginez, en tant que citoyen, je vais aller accomplir mon devoir. Celui qui est en droit de m'accueillir dans le devoir n'a pas l'élément disponible pour que lui, il fasse ses devoirs aussi. Et il y a un problème. Vous imaginez que dans ce cas-là, aujourd'hui, même si je me lève et que je vais le voir pour dire que je suis dans son quartier, que j'invente une maison X ou Y, il me donnera le certificat de résidence. Encore que c'est des certificats que excusez-moi, je ne suis pas là pour les critiquer, que les chefs quartiers, qui mettent à disposition de leurs épouses ou de leurs enfants, et quand vous venez, ils ne sont pas là, et on vous remet ça, parce qu'il a déjà signé, et vous mettez à remplir seulement les noms. Dans ces cas-là. Sans aucun contrôle. Sans aucun contrôle. Quel contrôle il veut faire? Il n'a pas le registre pour vous enregistrer. Les populations qui sont installées dans le quartier ne savent pas qu'il faut se faire enregistrer avant de réclamer ce certificat-là. On le réclame. Vous allez voir le type à quitter Calavi. Il veut faire sa carte civile en ville. On lui dit, bon, mais le certificat de possession que tu as pris à Calavi ne va pas t'aider ici. Il couvre vers Zongo. Il va voir le chef quartier qui est là. On lui donne le certificat de possession d'État. Et il va déposer. Il n'habite pas Zongo. Vous voyez sa carte haute adresse. Et lui-même, il habite haute adresse. Comment est-ce que dans ces conditions-là, si cet individu-là arrivait à commettre un forfait, on peut le retrouver? On ne peut pas. On ne peut pas le retrouver. Comment est-ce qu'on peut identifier les étrangers éventuellement qui viendraient dans notre quartier si on n'avait pas l'enregistrement là? On ne peut pas. Donc, notre sécurité est permanemment menacée. On nous demande de venir signaler les mouvements que vous voyez dans vos quartiers. Ok. Super. Moi, j'ai été signalé une fois, oui. Une petite case isolée à Zogbadje, pas très loin où j'habitais quand j'étais étudiant, qui était dans une brousse, où le mouvement que je voyais, c'était des individus qui venaient là la nuit. Le jour, je m'étais porté dans un commissariat de la place pour le leur dire, personne n'est venu. Vous savez ce qui s'est passé? Un moment après, ils ont volé. Et suite à l'enquête, ils sont venus retrouver les motos, 2 motos volées dans cette même chambre-là, et les 2 voleurs y habitaient. Et j'ai vu après l'un de ces forces de l'ordre que je connaissais, je l'ai dit, mais quand j'étais venu chez vous, vous parlez de cet endroit-là,
personne n'était venu pour faire quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas venu pour savoir la parcelle appartient à qui, est-ce qu'on peut l'appeler, quelles sont les conditions d'installation, qui sont ceux qui habitent là. Oui. Vous n'avez rien fait. Ça veut dire que si on devait traîner un individu là et aller le tuer, on l'aurait tué à un endroit où quelqu'un venait vous dire il y a problème. L'État, à un niveau donné, n'assure pas ses devoirs et forcément envers les citoyens. Et c'est là en fait que le problème se pose. Ni l'État ne fait ses devoirs et donc n'est pas en obligation et s'acharne à réclamer ses droits. Le citoyen qui, lui, dans son ignorance, ne connaît pas tous ses devoirs, forcément, ne les accomplit pas. Il y a des personnes de mauvaise foi. Hein. Il y a des personnes de mauvaise foi. Mon cher ami m'a dit, moi j'ai dit la dernière fois à un ami, j'ai dit, mais écoutez, l'IFU est en train de se donner gratuitement. On donne l'IFU gratuitement. Tu vas, tu déposes les pièces, 1 heure ou 2, tu as ton IFU. J'ai dit à un ami, ben, va chercher ton identité fiscale. Il m'a dit, ben, non, mais président, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Et pour qu'on ne commence pas à me calculer, j'ai dit, on va te calculer quoi? Ta vie? Je ne sais pas ce qu'on va te calculer. Si tu as une voiture aujourd'hui, tu as des taxes à payer. Et il faut les payer. Parce que tu ne roules pas en l'air. Tu roules sur des goudrons. Tu roules sur des voies. Et tu as besoin que ces voies soient en état. Tu veux que le gouvernement qui est là soit l'argent de sa poche et qu'il ait été construit ces voies-là, qu'il ait été réparé ces voies-là? Non. C'est toi et moi qui allons construire cela. Oui, ça fait maintenant appel à ces autorités à éviter aussi le détournement. Que l'argent qui doit servir à acheter un bic aille acheter réellement le bic. Mais que ça ne sert pas à acheter un bic. Si c'est un bic de 100 francs, qu'on n'ait pas acheter un bic de 75 francs ou de 50 francs pour que ce soit un bic. Parce que dans tous les cas, on vous dira, mais c'est un bic. Mais quelle est la qualité de bic qu'on nous avait demandé? Et là encore, l'État a de nouveaux droits de faire du suivi et évaluation maintenant par rapport à tout ce qu'il recommande à ces autorités ou à ces citoyens, à ces responsables, à quel niveau ce soit, ce qu'on leur confie, d'aller vérifier pour voir si ça tient compte des normes que le document qui enregistre là a prescrit. Est-ce que ça tient compte de cela? Quand vous sortez de là, vous prenez le citoyen qui est sur sa moto, qui ne sait pas que lui, pour sa sécurité, il faut qu'il aille prendre maintenant sa plaque. Or, quand vous prenez une plaque pour une moto, c'est plus forcément difficile à un voleur de voler et de continuer de conduire en circulation. Ça veut dire quoi? Si tous les Béninois aujourd'hui avaient des plaques et que tout de suite on constate qu'il y a une moto qui n'a pas de plaque, le policier peut l'interpeller et peut lui dire, écoutez, cher ami, quels sont les papiers de votre moto et pourquoi est-ce que votre moto n'a pas de plaque? Aujourd'hui, heureusement que les vendeurs de motos, certains sont en train d'aider les populations. Ils font déjà tous les papiers. Et quand vous venez, ils vous fixent la plaque en même temps. Oui. Et ils vous facturent en même temps ça. Je suis d'accord avec eux. Cette stratégie permettra d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, de dire toutes les motos qui n'ont pas de plaque jusqu'à là, n'ont qu'à aller, soit vous êtes garé, soit vous arrangez aussi tarco que votre moto serait, puisque ça vous aide à vous déplacer, allez chercher la plaque. Donc, droits et devoirs, ce sont des exigences des exigences pour le gouvernement et des obligations pour le citoyen et dans le même temps des exigences pour le citoyen envers donc son état central. Oui, monsieur Isaac, monsieur Tomati, je sais que vous voulez envie de réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Monsieur Isaac, et donc vous aussi vous partagez la même vision que monsieur Avleti et monsieur Tomati, que droit et devoir, les devoirs de paix, et qu'il faut l'individu doit savoir, le citoyen, je dirais, doit savoir qu'il a des obligations, des devoirs envers sa nation et ne pas se comporter comme de vils individus, comme on le dit. Absolument. Je ne vais pas directement abonder dans le même sens que je n'aime pas son nom, m'échappe souvent. Monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin. Oui. Et il a beaucoup plus parlé des devoirs. Bon, il est resté dans les deux sens. Oui, moi, je vais abonder. Je vais abonder. Voilà. Oui, l'État, je vois que l'État est en train de faire certains efforts. Avant, par exemple, tu vois, dans une administration, pour un enregistrement, pour faire une légalisation, le citoyen qui a tant réclamé, qui n'a pas assez, qui n'a pas l'égalité de chance, il va au concours et qu'il échoue, on lui accorde maintenant l'égalité de chance. Et il étudie, il a moi je crois, le débat n'est pas est-ce que l'État a donné l'égalité de chance. Non, c'est pour en venir à un endroit. Ce que vous dites, c'est problématique. Moi, j'ai des contre-exemples à vous donner dans tout le monde. Dans tout le monde. Tous les citoyens ne jouissent pas forcément des mêmes droits. Voilà. Non, c'est pour en venir quelque part. Mais
lui, maintenant qui a réclamé ce droit, il l'a obtenu, va empêcher peut-être les citoyens à s'enregistrer. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus récurrent. Sinon, il y a 3 ans en arrière, tu vas peut-être aux impôts, tu viens déjà à midi 20, midi 25, le monsieur dit bon, qu'il est fatigué, il veut aller se reposer, alors qu'il n'est même pas encore là. Ou bien tu es là à 8 heures, et la dame va prendre tout son temps à faire du maquillage. Tout ça là, maintenant, c'est en train d'être banni. Une félicitation à l'endroit du gouvernement pour ce qu'il fait dans ce sens. Non, mais tu allais demander à être invité. Aujourd'hui aussi, le délestage répété est devenu. Oui, d'accord. Monsieur Isaac, merci. En fait, monsieur Tometi, je reviens à vous, monsieur Tometi. Et donc, quand on parle actuellement, nous avons constaté que les travailleurs béninois font moins de grève parce qu'on réclame, on dit que droit de grève, les droits de grève constituent, c'est-à-dire des droits des citoyens, des droits des travailleurs, etc. Et puis aujourd'hui, mais quelle appréciation avez-vous de ce fait? Est-ce que nous n'allons pas juger, nous n'allons pas porter un jugement, mais votre analyse, votre appréciation? Je ne peux apprécier que sur les fondements juridiques. Très bien. Vous me le permettez? Oui. Vous savez, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, les États ne peuvent pas les supprimer. Ils peuvent plutôt les réguler. Et c'est seulement 2 institutions ou pas 2 mécanismes. Soit c'est par la Constitution, c'est-à-dire le constituant, ou soit par le législateur. Donc c'est le législateur qui peut, à certains moments, établir un certain nombre de limites par rapport aux lois, c'est-à-dire par rapport à la mise en œuvre des droits fondamentaux. Très bien. Quand nous revenons au droit de grève, nous parlons des droits tout à l'heure. À un moment donné, l'État, par le biais de cette institution, aussi du législateur, arrive à un moment où il analyse la mise en œuvre. Lorsque les différents droits dont les citoyens peuvent se prévaloir entrent en contradiction, qu'est-ce qu'on fait? On dit nous avons le droit à la vie, nous avons le droit à la santé. Mais en même temps, le travailleur a le droit à la grève, d'aller en grève pour réclamer un certain nombre de conditions, pour réclamer un certain nombre d'exigences. Si, par exemple, la mise en œuvre de ce droit de grève remet en cause le droit à la vie et le droit à la santé, le législateur est en mesure de prendre des dispositions. C'est ce que nous constatons, que ce qui a nourri toute l'actualité lorsque cette réforme-là était intervenue. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la pratique aujourd'hui, la question de grève, ça a été tellement limité que la question de grève a commencé par quitter les habitudes. La question de grève a commencé complètement par quitter les habitudes. Les centrales syndicales, comment dire, je me demande s'ils s'en souviennent encore de la notion de grève, puisque je n'en ai jamais entendu parler. Mais ça n'est pas pour autant que tout est rose à l'intérieur des centrales syndicales. Parce qu'il ne faut pas ignorer, dans une république, le rôle des organisations de la société civile. Parce que c'est quoi? Dans une société, il y a la société politique et la société civile. C'est-à-dire ceux qui s'engagent pour gérer. Il y a les autres qui disent non, on ne gère pas, mais on reste là, on observe, on s'organise, on voit comment vous gérez nos ressources. Et si ça ne nous convient pas, on vous dit que là nous ne sommes pas d'accord. Même si nous ne pouvons pas agir, nous avons nos mécanismes pour le faire. Et ça, là, mais ça a toujours été un esprit non, c'est pas un esprit destruction, c'est pas un esprit revanchard. Voilà. Et c'est des fois dans des républiques sérieuses, ça permet aux gouvernants de mesurer la portée de leur action sur le public. C'est-à-dire quoi? Quelle est l'appréciation que la masse fait de mes actions? Lorsque les individus ne sont pas organisés en groupe, c'est-à-dire en des organisations de la société civile, ONG, associations, ainsi de suite, il est difficile d'avoir ces repères-là, d'avoir ces éléments d'appréciation pour voir un peu est-ce que notre action est porteuse. Si ce ne l'était pas, qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'action publique soit en phase avec les préoccupations quotidiennes que traversent les citoyens? Ça veut dire quoi? Il faut reconnaître la question de grève, qui était un élément essentiel parce que ça permet aux uns et aux autres d'exprimer. C'est une forme de liberté d'expression. Et nous voyons peut-être les déboires que ça a créé. Le législateur a pris des mesures pour limiter. Là n'est pas la question. La question aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que les travailleurs, le travail administratif dans les différents services s'est trouvé amélioré? À la façade, c'est quoi?
On voit quelque peu aujourd'hui que oui, on dit que bon, les policiers raquettent moins. On dit que dans les administrations, les gens font un peu plus attention à la corruption. Dans les centres de santé, voilà, les gens sont beaucoup plus présents, et ainsi de suite. Oui. Mais, il y a des droits fondamentaux qui, chaque jour, sont violés, sont brimés. Vous savez, Monsieur Moussa, vous n'êtes plus libre, lorsque vous êtes dans une fonction, vous voyez des choses qui ne vont pas et vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer. Vous n'avez pas de voix. Vous n'êtes plus libre à partir de ce moment-là. Vous devenez un esclave. Excusez-moi de le dire. Peut-être mes amis ne sont pas d'accord avec moi. Qui vous empêche de le dire? Mais aujourd'hui, lorsqu'on en vient à ces moments-là, le travailleur n'est plus un travailleur. Le travailleur est assimilable à un esclave. Parce qu'il travaille, on le paie, il n'a rien à dire sur le mode de gestion. Même des éléments inhérents, peut-être pas même à sa condition, mais aux conditions qui font que le travail doit aller. On ne me dira pas aujourd'hui, par exemple, que le Sénat, que tout va bien aujourd'hui. On ne me dira pas que le matériel, tout est au point maintenant et que tout va bien. On ne me dira pas que, par exemple, au niveau de la police républicaine, tout va bien et qu'il n'y a rien à dire. On ne me dira pas que dans les tribunaux, dans la cour d'appel que je fréquente tous les jours, que tout est rose. Mais pourquoi l'on ne parle pas? Pourquoi les individus, ceux qui sont dans ces fonctions-là, n'arrivent pas à parler? Parce que la restriction a été à un certain limite un peu trop. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas cette limite? Est-ce qu'il fallait pas cette limite pour canaliser un peu les choses? Parce que la République... Oui, il fallait canaliser. C'est pourquoi... Oui, il fallait canaliser. Aucune République, aucun citoyen, nous l'avons dit tout à l'heure, je suis d'accord. Et loi que nous devons respecter. Je suis d'accord. Vous savez, il y a l'éducation de la citoyenneté. Oui. D'abord, ça part de la base. Lorsque ça n'est pas fait, on n'arrive pas à le faire à la base. Arrivé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sorte de mesures de transition. Ce que je dis aujourd'hui, c'est quoi? Il ne faut pas que ça dure dans le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu des restrictions. Il y a des restrictions. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour corriger certaines choses. Après, puisque les lois sont faites pour être révisées, pour s'adapter au temps et aux circonstances, on peut mettre un peu le dégel. À partir de ce moment-là, les individus eux-mêmes savent d'où nous sommes partis et d'où nous venons. C'est-à-dire quoi? Puisque ce qu'on recherche, c'est la responsabilité, c'est la connaissance professionnelle. Et je ne suis pas dans la posture de celui qui pense que, par exemple, il faut vicier, il faut limiter l'expression, il faut limiter tous les mouvements pour que l'individu, pour que le travailleur soit plus consciencieux, soit plus responsable à faire son travail. Il y a autre chose. L'émulation. Les spécialistes de ressources humaines vous le diront, la meilleure manière, c'est de la motivation. Comme on le dit, c'est la chicotte et la carotte. Donc, il faut ménager les gens pour obtenir le meilleur. Merci. Nous allons faire un tour de table parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question que à laquelle nous allons répondre, M. Avlissi. Cela ne vous empêcherait pas de réagir par rapport. Vous savez que ça va pas m'empêcher de le faire. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour, c'est-à-dire faire comprendre aux citoyens qu'ils ont des droits, d'accord, mais aussi des devoirs et des obligations vis-à-vis de la nation, et que on doit se comporter comme un digne citoyen patriote. Parce que quand le patriotisme, la fibre patriotisme vibre en vous, vous avez vraiment de ces comportements qui sont différents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça? C'est pour ça que je vous ai parlé de civisme et j'ai parlé de patriotisme. Il faut passer l'étape de béninois simples et de devenir des patriotes. Dès que nous aurons fait cela, on aurait changé. Préalable ou pas, on peut y arriver. Il faut que chacun de nous prenne conscience, mon cher Julio. Je t'explique. Toi, on a fait l'université. Toi, tu m'as fait l'université. Suivez-moi. C'est un processus. D'accord. J'accepte tout ce que vous dites, mais suivez-moi. Vous et moi, nous sommes à l'université. Autrement, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez à l'université, vous m'avez vu responsable. D'accord? Je n'aurais pas été quelque peu mieux à vos yeux que certains que vous avez vus. On n'aurait peut-être jamais une relation.
je n'aurais pas pu répondre à quelques-unes de vos attentes ou répondre à quelques-uns de vos comportements ou m'approcher quelque peu de vos attitudes, on ne serait jamais amis, vous et moi. D'ailleurs, si vous n'étiez pas, vous et moi, on ne serait pas amis. Moi, vous me connaissez. Donc, c'est clair dans ma tête. En fait, on a un problème de conscience. On a un problème de conscience. Il faut travailler à créer de nouveaux individus, de nouveaux citoyens au Bénin. On me dira comment. Nous, vous et moi, si on a la chance d'être, excusez de peu, bien éduqués, Dieu merci, pour ceux qui le sont moins que nous et qui ont notre âge, parce que il ne suffit pas d'être sage, il ne suffit pas d'être âgé pour être sage. Hein. Oui, non, les imbéciles aussi sont âgés et pourtant ils ne sont pas des sages. Et donc, si vous et moi, nous avons la chance d'être bien éduqués, d'avoir la moralité, d'avoir la citoyenneté qu'il faut, tout le monde ne l'a pas. Ceux qui n'ont pas, qui ont notre âge, deviennent dans le langage courant, en fond, comme on le dit, et ça c'est Dieu. Si on essaie de les dresser, eux autres ils vont se briser. On les laisse tranquilles. Mais on s'attaque maintenant à leurs enfants. Parce que vous constatez, moi j'ai dit à mes enfants à la maison par exemple, qu'on n'insulte pas. Très bien. Ma fille revient de l'école et me dit, mais papa, j'ai été à l'école, un garçon de ma classe m'a insulté. Il m'a dit que j'étais quoi. Tout de suite, ça attire mon attention. Qu'est-ce que je dois dire à ma fille? S'il t'insulte, insulte-le, ou s'il t'insulte, tais-toi. J'ai dû me déplacer pour aller rencontrer le maître, pour lui dire, vos élèves... Non, mais quelle a été votre réaction sur place? J'ai dit à l'enfant, on n'insulte pas. S'il a insulté, c'est qu'à la maison, il a été mal éduqué. Donc, on n'insulte pas. Pour montrer que toi, tu es un enfant bien éduqué, tu ne dois pas répondre à ces insultes-là. Et je suis allé maintenant à l'école, dire à l'enseignant, je dis, s'il vous plaît, il y a de vos camarades, il y a de vos écoliers qui insultent mes enfants. Moi, j'ai appris à mes enfants à la maison, on n'insulte pas. Et s'il faut qu'ils viennent à l'école pour être insultés par un autre élève de leur âge, c'est que ça pose un problème. J'ai pris, même il y a une cousine à moi ou à mon épouse qui était restée avec nous, qui a pris l'habitude d'insulter les enfants. Quand on est rentré, je lui ai dit, bien plus jamais. N'insulte plus jamais les enfants. A dit à un enfant un certain nombre de choses, tu es en train de lui apprendre les mauvaises manières. Ces mauvaises manières-là, nous les avons déjà trop développées au Bénin. Les gens ils faisaient des grèves. Par exemple, au CNHU, on dit qu'il n'y a pas de matériel. Ils ont grévé, on leur a acheté des matériels, il y a l'acquisition des matériaux jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas allumer. Ils ne peuvent pas exploiter. Ils ont crié, on n'a pas de matériel à tel endroit. On a acheté, ils ne peuvent pas exploiter. Et ils prennent le prétexte de matériel pour aller en grève, pour laisser les pauvres citoyens mourir. Ça, c'est de la conscience. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. La loi vous donne l'autorisation peut-être d'aller en grève. L'esprit de la loi vous dit, comme vous et moi, il y a la déontologie, il y a l'éthique et la déontologie. D'accord? Si ma mère, paix à son âme, ne vit plus, si ma mère a volé et que je dois dénoncer ma mère et que je suis le journaliste qui doit venir présenter, oui, la déontologie me dit de le dire exactement. Mais l'éthique me dit d'aller voir au moins mon Red pour lui dire, Red Chef, c'est ma mère, je ne peux pas aller lire ça. On dirait trouver quelqu'un d'autre pour lire, pour des émotions personnelles. Ça, je cache ce que j'ai comme sentiment. Je n'ai pas dit que ma mère n'a pas volé, mais je n'ai pas été en mesure d'aller proclamer ça à haute intelligence. Parce qu'on va dire, et non de temps. Et... Donc, en fait, c'est un peu ça. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a la conscience professionnelle qui doit intervenir. Cette conscience-là que les gens n'avaient pas. Qu'aujourd'hui, allez encore au Ghana. Le Ghana de Ronis n'est plus le Ghana d'aujourd'hui. Le Ghana d'aujourd'hui, quand vous allez dans les environs déjà du ministère de la Communication, vous constatez que les feuilles de Nîmes qui tombent là ne sont plus ramassées. Ce n'est plus le Ghana qui n'avait pas de sachets. Aujourd'hui, vous allez au Ghana, vous allez trouver encore des sachets. Vous allez à Tommy Johnson Carrefour qui conduit vers Accra Mall. Vous allez trouver des sachets. J'y étais il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que en fait, la pression n'existe plus et ils ont perdu les habitudes. Ça veut dire quoi? Julio, tu dis, il faut faire 1 an, 2 ans. Toi, on n'aurait même pas fait 1 an ou 2 ans. Ne répondez pas à Julio. Non, on n'aurait pas fait. Puisque Julio aura le temps de répondre aussi. On n'aurait pas fait 1 an ou 2 ans. Lui, il va constater ce qu'il dit. Parce qu'il le fait déjà dans sa structure émotive. La dernière fois, moi, je l'ai vu en train de souffrir pour trouver le salaire à ses agents au terrain. Il était tout rouge.
Mais combien aujourd'hui de responsables d'entreprises sont pressés de payer le salaire à leurs agents? C'est déjà ça le problème. C'est-à-dire, cette conscience manque. C'est pour ça que je dis, il faut faire appel au civisme et au patriotisme pour que chacun se dise, en fait, en tant que Béninois, quoi que je sois, où que je sois, j'ai des obligations. Le devoir, quand vous assurez votre devoir en tant que citoyen, ça vous honore. Ça fait votre personnalité. Ça vous fait grandir. Ça vous sort des mauvais sentiers ou des mauvais actes. On va pas vous identifier par un détournement pour dire, dans ce pays, il a détourné 90 millions. Dans ce pays, quand il a fait ceci, il a acheté le BIC à tel montant. Dans ce pays, on ne vous dira pas dans ce pays. Parce que vous dites dans ce pays, ce n'est pas à vous. Mais c'est de rappeler à vos enfants, dans ce pays, votre père a fait ci. De rappeler à leurs petits-enfants, dans ce pays, votre père a été ceci. Et quand vous prenez tous ces éléments ensemble là, aujourd'hui, vous savez, dans les plus grandes démocraties, il y a forcément une petite portion de restriction de pouvoir et de droits des populations afin que ça se développe. Encore que nous sommes un pays qui avons besoin de développement, on a besoin d'être restreint. Donc que chacun, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que nous fassions nos droits et nos devoirs pour la probité, pour notre propre probité et pour la paix et l'émancipation de la nation. De la nation. Très bien. Monsieur Isaac, docteur, alors qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire très rapidement? Ça doit être, et vous tirez en même temps votre mot de fin, votre conclusion pour qu'on puisse finir, parce qu'on est presque à la fin de cette émission. Et dans ce dit, M. Benjamin dit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Oui. Tout à l'heure, je disais que la jouissance des droits est soumis à une certaine prescription exigée toujours par la loi. Parce qu'on m'a donné le droit de faire telle chose, je dois exagérer. Parlant de la santé, par exemple, c'est parfois, excusez-moi, immoral, c'est parfois inhumain de laisser des femmes enceintes mourir sous prétexte qu'on est en train de faire de grève. Ça, de toute façon, ça des esprits au bénin. Voilà. La conscience professionnelle doit nous interpeller tous. La dernière fois, il y a un accident de circulation, des fils sont cassés sur la voie. Le policier, il n'est pas obligé, mais il a pris un balai. Il a commencé à balayer là. Et ça s'est passé où? C'est sur le tronçon Porte-Novo. Voilà. D'accord, sur le tronçon. J'ai vu l'image. Il a balayé la voie. Le policier. Oui, le policier en uniforme. Voilà. J'ai vu l'image. Et vous savez, les citoyens étaient debout en train de le regarder. Il est devenu le spectacle. Personne n'a pensé qu'il faut aller vers lui pour l'aider à dégager, à mettre la voie propre pour que les gens puissent circuler. Mais le filmer. Ils ont fait sa photo, ils ont mis sur WhatsApp. Voilà. Droit d'image. D'accord, ok. Oui, nous vous écoutons très rapidement. Alors, cependant, je dis aussi, aujourd'hui, il y a les numéros verts aussi dans les hôpitaux. Donc, si un patient va maintenant à l'hôpital, il n'est pas servi, il appelle. Et on lui dit, mais pourquoi on dit au médecin, pourquoi vous n'êtes pas servi? Le médecin va dire, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous proposez qu'on puisse faire? Voilà, c'est déjà ça. Pour que chaque citoyen puisse prendre conscience de ses devoirs, de ses obligations vis-à-vis de la nation. Et ne pas seulement à réclamer des droits. Voilà, parlant des grèves, je vais donner l'exemple à ce niveau-là. Très rapidement, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Julio Tometi doit... Oui, je vais proposer qu'une table ronde soit faite pour qu'on détermine la manière dont la restriction du droit de grève a été faite, peut-être un peu avancée. On peut dire dans l'ensemble comment nous allons faire pour que les grèves, oui, mais dans quelles conditions? Mais c'est interpeller la conscience dépassée aujourd'hui, c'est déjà réglé, c'est déjà réglé. Vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas fier d'aller à l'hôpital au centre de santé où de voir des médecins très fier, content d'assurer la garde normalement? Très fier, content. Et l'accueil est même plus chaleureux. Monsieur Tometi, voilà. C'est la motivation, comme l'a dit mon cher Julio, c'est la motivation qu'il faut maintenant. Il faut que la motivation accompagne. Très bien. Oui, il faut la motivation. D'accord. Parce qu'il y a des primes qui sont par exemple en instance que les gens doivent recevoir. Monsieur Tometi a la parole, effectivement. Merci. Deux choses. Je pense qu'on n'acquiert pas la citoyenneté, on ne devient pas citoyen exemplaire de manière spontanée. Très bien. Et il faut passer d'abord par l'éducation. L'éducation à la base. Notre génération a l'habitude de dire il n'y a plus rien à récupérer. Et il faut repartir vers la base. Revoir les programmes de formation, voir ce qu'il faut intégrer dedans, voir comment il faut renforcer et les instituteurs
du primaire, de la maternelle, du primaire, dans ces valeurs, dans ces valeurs citoyennes-là, pour qu'ils inculquent ça à nos enfants. Deuxième élément, c'est le sentiment que l'individu a d'être attaché à une nation. Vous savez, il y a certains éléments sur lesquels on ne fait pas beaucoup attention. Monsieur Roussa, lorsque par exemple, en partant, vous tombez là devant, et 2 minutes après, vous voyez un véhicule de CNHU venu vous chercher, on prend soin de vous sans même chercher à savoir qui vous êtes, d'où vous venez, combien vous avez en poche, et vous sortez. Lorsque, sur certaines situations, vous voyez la puissance publique, l'État, de cette manière, se mettre à votre service, vous avez le sentiment d'être rattaché à un État. Vous voyez ce qui se passe dans l'actualité. Lorsque un citoyen, peut-être français, américain, a un problème dans un coin reculé de la nation, la première chose que je fais, même si peut-être il a la nationalité, il n'est pas de peau blanche, ils viennent le chercher. On a vécu le cas en Côte d'Ivoire. Les avions français venaient chercher tout ce que est nationalité française. C'est là que l'individu sent que véritablement il appartient à une nation. Et ça se cultive. Non, mais au Bénin, quand il avait commencé la révolution arabe en Libye, les avions ramenaient les Béninois aussi. Ça vient spontanément. Monsieur Tomati a je me rappelle, il a cité des exemples, je vais rappeler. Monsieur Tomati a toujours la parole. C'est cela que je dis, la plus grande responsabilité appartient à nos gouvernants. Puisque c'est l'élite qui monte le chemin, c'est l'élite qui met en œuvre les mécanismes pour atteindre les différents objectifs. Je dédouane, je n'accuse pas du tout les citoyens. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de citoyenneté spontanée. Donc, c'est l'élite qui travaille à avoir le citoyen qu'il faut dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc, il faut une perspective, une vision à long terme pour que nous soyons un peu plus citoyens de notre nation. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Tomati, chers invités. Merci infiniment, merci d'être venus me partager vos analyses, vos observations avec nos téléspectateurs sur ce plateau. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous avons dépassé l'heure qui nous a imprévu parce que le sujet même est très intéressant. Monsieur Avlessi Benjamin, merci d'être venu. Merci, monsieur Tomati, Julio, voilà. J'aime bien ça. Merci de répondre à notre invitation, monsieur Isaac Missi Maou, Agbandonktor. Merci d'être venu. Bienvenue aussi sur ce plateau. Tu as pu écrire ça facilement. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission Droit et devoir du citoyen vis-à-vis de sa nation. Vous avez écouté nos invités qui ont donné des orientations, d'abord fait des analyses. Il faut l'éducation à la base, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on sache que nous avons d'abord en tant que citoyens des obligations, des devoirs vis-à-vis de la nation, et également la nation également a des droits nous affecter, ainsi va le monde. Nous n'avons pas en tout cas à tout aborder. Nous aurons le temps de revenir dans ce contexte, dans ce sujet, sur ce sujet avec d'autres invités. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous, le meilleur à venir. Restez toujours en notre compagnie, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux.